Ce lundi-là, le 10 octobre, un clair soleil de victoire perça les nuées grises qui, depuis une semaine, assombrissaient Paris. Aussi, le bonheur des dames, dès 8 heures, flambait-il au rayon de ce clair soleil, dans la gloire de sa grande mise en vente de nouveautés d'hiver. Mais à 7 heures, il entrait peu de mode. Quelques rares clientes affairées, des ménagères du voisinage, des femmes désireuses d'éviter l'écrasement de l'après-midi. Chaque fois qu'une cliente se présentait, il y avait un mouvement parmi les garçons de magasin, rangés sous la haute porte, habillés d'une livrée, l'habit et le pantalon vert clair, le gilet rayé jaune et rouge. Et l'inspecteur Jouve, ancien capitaine retraité, était là, en redingote et en cravate blanche, avec sa décoration comme une enseigne de vieille probité, accueillant les dames d'un air gravement poli, se penchant vers elles pour leur indiquer les rayons. Puis elle disparaissait dans le vestibule, changée en un salon oriental. Dès la porte, c'était ainsi un émerveillement, une surprise qui toutes les ravissait. Mouret avait eu cette idée. Le premier, il venait d'acheter à des conditions excellentes une collection de tapis anciens et de tapis neufs, de ces tapis plus rares que seuls les marchands de curiosités vendaient jusque-là, très cher, et il allait en inonder le marché. Il les cédait presque à prix coûtant, en tirait simplement un décor splendide qui devait attirer chez lui la haute clientèle de l'art. Du milieu de la place Gaillon, on apercevait ce salon oriental, fait uniquement de tapis et de portières, que des garçons avaient accrochés sous ses ordres. D'abord, au plafond, il était tendu des tapis de Smyr, dont les dessins compliqués se détachaient sur les fonds rouges. Puis, des quatre côtés pendaient des portières, les portières de Caramanie et de Syrie, zébrées de vert, de jaune et de vermilion. Les portières de Diyarbakir, plus communes, rudes à la main, et encore des tapis pouvant servir de teinture, les longs tapis d'Ispahan, de Téhéran, de Kermanshah, les tapis plus larges de Choumaka et de Madras, floraison étrange de pivoine et de palme, fantaisie lâchée dans... On coupera. Dans le jardin du rêve, cette teinte de panchat somptueux était meublée de fauteuils et de divans, faits avec des sacs de chameau, les uns coupés de losanges bariolés, les autres plantés de roses naïves. La Turquie, l'Arabie, la Perse, les Indes étaient là. Le matin, à 8 heures, lorsque Denise, qui allait justement débuter ce lundi-là, avait traversé le salon oriental, elle était restée saisie, ne reconnaissant plus l'entrée du magasin, achevant de se troubler dans ce décor de harem, planté à la porte. Un garçon, l'ayant conduite sous les combles et remise entre les mains de Madame Cabin, toujours plus devant, chargée du nettoyage et de la surveillance des chambres, celle-ci l'installa au numéro 7, où l'on avait déjà monté sa malle. 20 chambres pareilles s'alignaient le long d'un corridor de couvent, peint en jaune, et sur les 35 demoiselles de la maison, les 20 qui n'avaient pas de famille à Paris couchaient là. Tout de suite, Denise ôta sa mince robe de laine, puis elle passa l'uniforme de son rayon, une robe de soie noire qu'on avait retouchée pour elle et qui l'attendait sur le lit. Jamais elle n'avait porté de la soie. En bas, comme elle entrait au rayon, une querelle éclatait. Elle entendit Clara dire d'une voix aiguë : « Madame, je suis arrivée avant elle. »« Ce n'est pas vrai, répondait Marguerite. Elle m'a bousculée à la porte, mais j'avais déjà mis le pied dans le salon. » Il s'agissait de l'inscription au tableau de linge, qui réglait les tours de vente. Les vendeuses s'inscrivaient sur une ardoise dans leur ordre d'arrivée, et chaque fois qu'elles avaient eu une cliente, elles remettaient son nom à la queue. La jeune fille alla gauchement s'inscrire au tableau de ligne où elle se trouvait la deuxième. Cependant, Madame Aurélie l'examinait avec une moue inquiète. Elle ne put s'empêcher de dire : « Ma chère, 2 comme vous tiendraient dans votre robe, il faudrait la faire rétrécir. Et puis, vous ne savez pas vous habiller. Tirez donc la ceinture par devant. Là, vous n'avez plus de bosse dans le dos, au moins.
Et vous, cheveux, est-il possible de les massacrer ainsi? Il serait superbe si vous vouliez. Allons, demain, vous vous arrangerez mieux. Et maintenant, tâchez de prendre les habitudes de la maison. Attendez votre tour de vente. La journée d'aujourd'hui sera rude, sera dure. On va pouvoir juger ce dont vous êtes capable. Cependant, le rayon restait désert. Peu de clientes montaient aux confections à cette heure matinale. Ces demoiselles se ménageaient droite et lente pour se préparer aux fatigues de l'après-midi. Alors, Denise, intimidée par les pensées qu'elle guettait son début, tailla son crayon afin d'avoir une contenance. Puis, imitant les autres, elle se l'enfonça dans la poitrine entre deux boutonnières. Elle s'exhortait au courage. Il fallait qu'elle conquise sa place. La veille, on lui avait dit qu'elle entrait au pair, c'est-à-dire sans appointement fixe. Elle aurait uniquement le temps pour 100 et la gueule sur les ventes qu'elle ferait, mais elle espérait bien arriver ainsi à 1200 francs, car elle savait que les bonnes vendeuses allaient jusqu'à 2000 quand elles prenaient de la peine. Vers 11 h, quelques dames se présentèrent. Le tour de vente de Denise arrivait. Justement, une cliente fut signalée. La grosse de province. Vous savez, murmura Marguerite. C'était une femme de 45 ans qui débarquait de loin en loin à Paris, du fond d'un département perdu. Là-bas, pendant des mois, elle mettait des sous de côté. Puis, à peine descendue du wagon, elle tombait au bonheur des dames. Elle se nommait Madame Boutarel et qu'elle habitait Albi. Vous allez bien, madame? Demandait gracieusement Madame Aurélie, qui s'était avancée. Et que désirez-vous? On est à vous tout de suite. Puis, se retournant, Mademoiselle. Denise s'approchait, mais Clara s'était précipitée. « Pardon, c'est mon tour, dit Denise révoltée. Madame Aurélie l'écarta d'un regard sévère, en murmurant. Il n'y a pas de tour, je suis la seule maîtresse ici. Attendez de savoir pour servir les clients connus. La jeune fille recula, et comme les larmes lui montaient aux yeux, elle voulut cacher cet excès de sensibilité. Elle tourna le dos, debout devant la glace sans teint, feignant de regarder la rue. Allait-on l'empêcher de vendre? Toutes s'entendraient-elles pour lui enlever ainsi les ventes sérieuses? Derrière elle, pendant ce temps, bourdonnaient des voix. « Celui-ci m'engonce, » disait Madame Boutarel. « Madame a tort, » répétait Clara. « Les épaules vont à la perfection. À moins que Madame préfère une plisse à un manteau. » Mais Denise tressaillir, une main s'était posée sur son bras. Madame Aurélie l'interpellait avec sévérité. « Eh bien, vous ne faites rien maintenant? Vous regardez passer le monde? Oh, ça ne peut pas marcher comme ça. Puisqu'on m'empêche de vendre, madame, il y a d'autres ouvrages pour vous, mademoiselle. Commencez par le commencement. Faites-le déplier, afin de contenter quelques clients qui étaient venus. On avait dû bouleverser déjà les armoires, et sur les deux longues tables traînait un fouillis de manteaux, de pelisses, de redondes, des vêtements de toute taille et de toutes les étoffes. Sans répondre, Denise se mit à les trier, à les plier avec soin et à les classer de nouveau dans les armoires. Et elle pliait toujours lorsque Mouret parut. Ce fut pour elle une secousse. Elle rougit, elle se sentit reprise de son étrange peur, en croyant qu'il allait lui parler, mais il ne la voyait seulement pas. Madame Aurélie, appela-t-il d'une voix brève. Il était légèrement pâle, les yeux clairs et résolus. Pourtant, en faisant le tour des rayons, il venait de le trouver vide. Et la possibilité d'une défaite s'était brusquement dressée dans sa foi entêtée à la fortune. Ça ne marcherait pas, il était perdu.
et il n'aurait pu dire pourquoi. Il croyait lire sa défaite sur les visages même des dames qui passaient. Justement, Madame Boratel, elle qui achetait toujours sans aller en disant « Non, vous n'avez rien qui me plaise. Je verrai, je me déciderai. » Mouret la regarda partir. Il continua son inspection. Désespéré, il se planta seul et debout au bord de la rampe du hall. De là, il dominait le magasin, ayant autour de lui le rayon de l'entresol, plongeant sur les rayons du rez-de-chaussée. En haut, le vide lui parut navrant. En bas, sous la galerie couverte, dans le coup de lumière qui venait de la rue, il remarqua que les clientes commençaient à être plus nombreuses. C'était un lent défilé, une promenade devant les comptoirs, espacée, pleine de trous, à la mercerie, à la bonneterie. Des femmes se présentaient, seulement il n'y avait presque personne au blanc ni au lainage. Et le cœur de Mouret était surtout serré par la paix morte du hall. Le jour y tombait de haut, d'un vertige au vert dépoli, qui tamissait la clarté en une poussière blanche, diffuse et comme suspendue, sous laquelle le rayon des saueries semblait dormir, au milieu d'un silence frissonnant de chapelles. Pourtant des voitures arrivaient. On entendait l'arrêt brusque des chevaux, puis des portières se refermant violemment. Au dehors montait un lointain brouhaha, des curieux qui se bousculaient en face des vitrines, des fiacres qui stationnaient sur la place Gaillon, toute l'approche d'une foule. Depuis longtemps, Mouret n'était plus à l'entresol, debout près de la rampe du hall. Brusquement, il reparut en haut du grand escalier qui descendait au rez-de-chaussée, et de là, il domina encore la maison entière. Son visage se colorait, la foi renaissait et le grandissait devant le flot de monde qui, peu à peu, emplissait le magasin. C'était enfin la poussée attendue de l'écrasement de l'après-midi, dont il avait un instant désespéré dans sa fièvre. Tous les commis se trouvaient à leur poste. La désastreuse matinée, due sans doute à une averse tombée vers 9 heures, pouvait encore être rattrapée, car le ciel bleu du matin avait repris sa gaieté de victoire. Maintenant, les rayons de l'entresol s'animaient. Il dut se ranger pour laisser passer les dames qui, par petits groupes, montaient à la lingerie et aux confections, tandis que, derrière lui, aux dentelles et aux châles, il entendait voler de gros chiffres. Mais la vue des galeries au rez-de-chaussée le rassurait surtout. On écrasait devant la mercerie, et les lainages eux-mêmes étaient envahis le défilé des acheteuses se serrait, presque toutes en chapeau à présent, avec quelques bonnets de ménagères attardés. Dans le hall des soieries, sous la blonde lumière, des dames s'étaient dégantées pour palper doucement des pièces de Paris-Bonheur, en causant à demi-voix. Il ne se trompait plus au bruit qui lui arrivait du dehors, roulement de fiarces, claquement de portières, brouhaha grandissant de foule. Il sentait à ses pieds la machine se mettre en branle, s'échauffer et revivre. Depuis les caisses où l'or sonnait, depuis les tables où les garçons de magasin se hâtaient d'empacter les marchandises, jusqu'aux profondeurs du sous-sol, au service du départ, qui s'emplissait de paquets descendus, et dont le grondement souterrain faisait vibrer la maison. Au milieu de la cohue, l'inspecteur Jouve se promenait gravement, guettant les voleuses. À la ganterie, toute une rangée de dames était assise devant l'étroit comptoir, tendu de velours vert, et les commis souriants annonçaient devant elles les boîtes plates d'un rose vif. Mignot, surtout, penchait sa jolie figure poupine, donnait de tendres inflexions à sa voix de Parisien. Déjà, il avait vendu à Madame Desforges 12 paires de gants, de chevreaux, des gants Bonheur, la spécialité de la maison. Elle avait ensuite demandé 3 paires de gants de Suède, et maintenant, elle essayait des gants de Saxe, par crainte que la pointure ne fût pas exacte. « Oh, à la perfection, madame, répétait Mignot, les 6 3/4,
serait trop grand pour une main comme la vôtre. À demi couché sur le trottoir, il lui tenait la main, prenait les doigts un à un, faisait glisser le gant d'une caresse longue, reprise et appuyée, et il la regardait comme s'il eût attendu sur son visage la défaillance d'une joie voluptueuse. Mais elle, le coude au bord du velours, le poignet levé, lui livrait ses doigts de l'air tranquille, donnait son pied à sa femme de chambre pour que celle-ci boutonnait ses bottines. Il n'était pas un homme. Elle l'employait aux usages intimes avec son dédain familier des gens à son service, sans le regarder même. Et avec ça, madame ? Rien, merci. Veuillez porter ça à la caisse 10 pour madame Desforges, n'est-ce pas ? En habituée de la maison, elle donnait son nom à une caisse et y envoyait chacune de ses emplettes, sans se faire suivre par un commis. Quand elle se fut éloignée, Mignot cligna des yeux. En se retournant vers son voisin, auquel il aurait bien voulu laisser croire que des choses extraordinaires venaient de se passer. « Hein » murmura-t-il crûment, « on la ganterait jusqu'au bout ?» Cependant, madame Desforges continuait ses achats. Comme elle s'éloignait, elle reconnut près d'elle madame Marty, accompagnée de sa fille Valentine, une grande demoiselle de 14 ans, maigre et hardie, qui jetait déjà sur les marchandises des regards coupables de femme. « Tiens, c'est vous, chère madame. »« Mais oui, chère madame, hein, quelle foule !»« Oh, ne m'en parlez pas, on étouffe, un succès. Avez-vous vu le salon oriental ? Superbe, inouï. » Et au milieu des coups de coude, bousculés par le flot croissant des petites bourses qui se jetaient sur les lainages, à bon marché, elles se pâmèrent au sujet de l'exposition des tapis. Puis madame Marty expliqua qu'elle cherchait une étoffe pour un manteau. « Venez à la soie, dit madame Desforges. Il faut voir leur fameux Paris-Bonheur. » Cependant, l'encombrement devenait tel à la soie que madame Desforges et madame Marty ne purent d'abord trouver un commis libre. Elles restèrent debout, mêlées à la foule des dames qui regardaient les étoffes, les tâtaient stationnées là des heures sans se décider. Mais un grand succès s'indiquait surtout pour le Paris-Bonheur, autour duquel grandissait une de ces poussées d'engouement dont la brusque fièvre décide d'un mode en un jour. Tous les vendeurs n'étaient occupés qu'à maîtrer de cette soie. C'est qu'elle n'est vraiment pas vilaine pour 5 francs 60, dit madame Desforges, qui avait réussi à s'emparer d'une pièce sur le bord d'une table. Madame Marty et sa fille Valentine éprouvaient une désillusion. Les journaux en avaient tant parlé qu'elles s'attendaient à quelque chose de plus fort et plus brillant. Mais Guzmán venait de reconnaître madame Desforges, et désireux de faire sa cour à une belle personne qu'on prétendait toute puissante sur le patron. Il s'avançait avec son emballité un peu grosse. Comment on ne le servait pas. C'était impardonnable. Voyons, monsieur, quelqu'un par ici. Alors Hutin se précipita. Madame, quel genre de soie demande-t-il de son air le plus galant. Madame Desforges ouvrait à peine la bouche qu'il reprenait. Je sais, j'ai votre affaire. Quand la pièce de Paris-Bonheur fut dépliée sur un coin étroit du comptoir, entre les amoncellements d'autres soies, madame Marty et sa fille s'approchèrent. Hutin, un peu inquiet, comprit qu'il s'agissait d'abord d'une fourniture pour celle-ci. Des paroles à demi-voix s'échangeaient. Madame Desforges conseillait son amie. « Oh, sans doute, murmurait-elle, une voix de 5 francs 60 n'en voudrait jamais une de 15, ni même une de 10. Elle est bien chiffon, répétait madame Marty. J'ai peur que pour un manteau, elle n'ait point assez de corps. Cette remarque fit intervenir le vendeur. Il avait une politesse exagérée, d'homme qui ne peut se tromper. Mais madame, la souplesse et la qualité de cette soie, elle ne se chiffonne pas. C'est absolument ce qu'il vous faut. Impressionnée par une telle assurance, ces dames se taisaient. Elle avait repris l'étoffe, l'examinait de nouveau, lorsqu'elles se sentirent touchées à l'épaule. C'était madame Guilbal, qui, depuis une heure, marchait dans le magasin d'un pas de promenade, donnant à ses yeux la joie des richesses. Entassé sans acheter, seulement 1 mètre de calicote. Et il y eut encore là
une explosion de bavardage. Comment? C'est vous? Oui, c'est moi. Un peu bousculé seulement. N'est-ce pas? Il y a du monde. On ne circule plus. Et le salon oriental? Ravissant. Mon Dieu, quel succès! Restez donc, nous irons là-haut ensemble. Non merci, j'en viens. Hutin attendait, cachant son impatience sous le rire qui ne quittait pas ses lèvres. Et est-ce qu'elle allait le tenir longtemps là? Les femmes vraiment se gênaient peu. C'était comme si elle lui avait volé de l'argent dans sa bourse. Enfin, Madame Guimard continua sa lente promenade, en tournant d'un air ravi autour d'un grand étalage de soie. Moi, à votre place, j'achèterai le manteau tout fait, dit Madame Desforges. Ça vous coûtera moins cher. Il est vrai qu'avec les garnitures et la façon, murmura Madame Marty, puis on a le choix. Madame Desforges reprit, debout devant Hutin. Veuillez nous conduire aux confections. Il resta saisi, n'étant pas habitué à de pareilles défaites. Comment? La dame brune n'achetait rien. Son flair l'avait donc trompé. Il abandonna Madame Marty. Il insista auprès d'Henriette, essaya sur elle sa puissance de bon vendeur. Et vous, madame, ne désirez-vous pas voir nos satins, nos velours? Nous avons des occasions extraordinaires. Merci, une autre fois, répondit-elle tranquillement, en ne regardant pas plus qu'elle n'avait regardé Mignot. Hutin dut reprendre les articles de Madame Marty et marcher devant ces dames pour les mener aux confections. Décidément, il n'avait plus de nez. Il ne ferait pas 4 sous. Une rage d'homme dépouillé, mangé par les autres, s'aigrissait sous la correction aimable de ses manières. Au premier, mesdames, dit-il sans cesser de sourire. Ce n'était plus chose facile que de gagner l'escalier. Enfin, grâce à ses coudes vigoureux, Hutin ouvrit un chemin à ces dames en marchant devant elles. À gauche, mesdames, dit Hutin, de sa voix prévenante, malgré son exaspérance qui grandissait. En haut, l'encombrement était le même. On envahissait jusqu'au rayon de l'ameublement, le plus calme d'ordinaire. Les châles, les fourrures, la lingerie grouillée de monde. Mademoiselle Vadon, dit Hutin d'une voix qui se fâchait lorsqu'il fut enfin dans le comptoir. Mais celle-ci passa sans l'écouter, toute à une vente qu'elle blaquait. Mademoiselle Prunaire, cria Hutin. Et comme celle-là ne s'arrêtait pas davantage, il ajouta entre ses dents, de manière à ne pas pouvoir être entendu, tas de guenauds. Lui surtout ne les aimait guère. Les jambes cassées de monter l'escalier pour leur amener des acheteuses, furieux du gain qu'il les accusait de lui prendre ainsi dans la poche. Alors il n'y a personne demanda Hutin. Mais il aperçut Denise. Tenez, mademoiselle, servez donc de ces dames qui attendent. Vivement, il lui mit sur le bras les articles de Madame Marty, qu'il était las de promener. Je désirerais un manteau, dit Madame Marty. Alors Denise la questionna. Quel genre de manteau? Mais la cliente n'en savait rien. Elle n'avait pas d'idée. Elle voulait voir les modèles de la maison. Et la jeune fille, très lasse déjà, entourdie par le monde, perdit la tête. Aussi n'en finissait-elle plus de répondre aux deux amies qui s'impatientaient. Lorsque Madame Aurélie aperçut Madame Desforges, dont elle devait connaître la liaison, car elle se hâta de venir demander « On s'occupe de ces dames ?»« Oui, cette demoiselle qui cherche là-bas, » répondit Henriette. « Mais elle n'a pas l'air très au courant. Elle ne trouve rien. » Du coup, la première acheva de paralyser Denise en allant lui dire à demi-voix « Vous voyez bien que vous ne savez pas. Tenez-vous tranquille, je vous prie. » En appelant « Mademoiselle Vadon, un manteau. » Elle resta pendant que Marguerite montrait les modèles. Lorsqu'elle entendit Madame Marty dire qu'elle ne voulait pas dépasser 200 francs, elle eut une moue de pitié. « Oh, madame mettrait davantage. Il était impossible avec 200 francs que madame trouvât quelque chose de convenable. » Et elle jeta
Elle jetait sur un comptoir les manteaux ordinaires d'un geste qui signifiait « Voyez donc, est-ce pauvre ?» Madame Marty n'osait les trouver bien. Enfin, Marguerite apporta un manteau de soie garni de G. Elle traitait avec respect, et Madame Aurélie appela Denise. « Servez-la quelque chose, au moins. Mettez ça sur vos épaules. » Denise, frappée au cœur, désespérant de ne jamais réussir dans la maison, était demeurée immobile, les mains ballantes. Pourtant, il lui fallut obéir. Elle dut laisser Marguerite draper le manteau sur elle, comme sur un mannequin. « Tenez-vous droite, dit Madame Aurélie. » Mais presque aussitôt, on oublia Denise. Mouret venait d'entrer avec Vagnolsk et Bourdoncle. Et il saluait ces dames, il recevait leurs compliments pour sa magnifique exposition des nouveautés d'hiver. « Oui, ça marche assez bien. Je suis content, répétait Mouret radieux, répondant par un sourire au tendre regard d'Henriette. Mais il ne faut pas que je vous dérange, mesdames. » Alors tous les yeux revinrent sur Denise. Elle s'abandonnait aux mains de Marguerite, qui la faisait tourner lentement. « Hein ? Qu'en pensez-vous » demanda Madame Marty à Madame Desforges. Cette dernière décidait en arbitre suprême de la mode. « Oh, il n'est pas mal, de coupe originale seulement. Il me semble peu gracieux de la taille. »« Oh » intervint Madame Aurélie, « il faudrait le voir sur Madame elle-même, vous comprenez ? Il ne fait aucun effet sur Mademoiselle, qui n'est guère étoffée. Redressez-vous donc, Mademoiselle, donnez-lui toute son importance. » On sourit. Denise était devenue très pâle. Une honte la prenait d'être ainsi changée en une machine qu'on examinait et dont on plaisantait librement. Madame Desforges, cédant à une antipathie de nature contraire, agacée par le visage doux de la jeune fille, ajouta méchamment « Sans doute il irait mieux si la robe de mademoiselle était moins large. » Et elle jetait à Mouret le regard moqueur d'une Parisienne que l'attifement ridicule d'une provinciale égayait. Celui-ci sentit la caresse amoureuse de ce coup d'œil, le triomphe de la femme heureuse de sa beauté et de son art. Aussi par gratitude d'homme adoré crut-il devoir railler à son tour, malgré la bienveillance qu'il éprouvait pour Denise, dont sa nature galante subissait le charme secret. « Puis, il faudrait être peigné, » murmura-t-il. Ce fut le comble. Le directeur daignait rire, toutes ces demoiselles éclatèrent. Et la première vint enlever le manteau des épaules de celle-ci en lui disant tout bas « Eh bien, mademoiselle, voilà un joli début. Vraiment, si vous avez voulu montrer ce dont vous êtes capable, on n'est pas plus sotte. » Denise, de peur que les larmes ne lui jaillissent des yeux, se hâta de retourner au tas de vêtements qu'elle transportait et qu'elle classait sur un comptoir. Là, au moins, elle était perdue dans la foule, la fatigue l'empêchait de penser. Mais elle sentit près d'elle la vendeuse de la lingerie. Cette dernière venait de suivre la scène. Elle lui murmurait à l'oreille. « Ah, ma pauvre fille, ne soyez donc pas si sensible. Renfoncez ça, autrement on vous en fera bien d'autres. Moi qui vous parle, je suis de Chartres, oui parfaitement, Pauline Cugnot. Et mes parents sont meuniers là-bas. Eh bien, on m'aurait mangé les premiers jours. Si je ne m'étais pas mise en travers. Allons, du courage. Donnez-moi la main. Nous causerons gentiment, quand vous voudrez. » Cette main qui se tenait, cette main qui se tendait, redoubla le trouble de Denise. Elle la serra furtivement, elle se hâta d'enlever une lourde charge de paletot, craignant encore de mal faire et d'être grondée si on lui savait une amie. Cependant, Madame Aurélie elle-même venait de poser le manteau sur les épaules de Madame Marty, et l'on se récriait. « Oh, très bien, ravissant! Tout de suite, ça prenait une tournure, hein !» Madame Desforges déclara qu'on ne trouverait pas mieux. Il y eut des saluts, Mouret prit congé, tandis que Valanosque, qui avait aperçu aux dentelles Madame de Boves et sa fille, se hâta d'aller offrir son bras à la mère. Déjà Marguerite, debout devant une des caisses de l'entresol, appelait les divers achats de Madame Marty, qui paya et donna l'ordre de porter le paquet dans sa voiture. Madame Desforges avait retrouvé tous ses articles à la caisse 10. Lentement, la foule diminuait. Du dehors ne venaient plus que les roulements des derniers fiacres au milieu de la voie empâtée de Paris, un ronflement d'ogres repus digérant les toiles et les draps
les soies et les dentelles, dont on le gavait depuis le matin. À l'intérieur, sous le flamboiement des becs de gaz, qui, brûlant dans le crépuscule, avaient éclairé les secousses suprêmes de la vente, c'était comme un champ de bataille, encore chaud du massacre des tissus. Les vendeurs, harassés de fatigue, campaient parmi la débâcle de leurs casiers et de leurs comptoirs, que paraissait avoir saccagé le souffle furieux d'un ouragan. Et au milieu de ce vide, Hutin et Favier feuilletaient leurs cahiers de débit, calculaient leur temps pour cent, essoufflés de la lutte. Favier s'était fait 15 francs. Hutin n'avait pu arriver qu'à 13, battu ce jour-là, enragé de sa mauvaise chance. Leurs yeux s'allumaient de la passion du gain. Tout le magasin autour d'eux alignait également des chiffres et flambait d'une même fièvre dans la gaieté brutale des soirs de carnage. « Eh bien, bourdoncle !» cria Mouret. « Tremblez-vous encore ?» Il était revenu à son poste favori, en haut de l'escalier de l'entresol, contre la rampe, et devant le massacre d'étoffes qui s'étalait sous lui, il avait un rire victorieux. La campagne était donc définitivement gagnée. Le petit commerce du quartier mis en pièces, le baron Hartmann conquis avec ses millions et ses terrains. Pendant qu'il regardait les caissiers penchés sur leurs registres, additionnant les longues colonnes de chiffres, pendant qu'il écoutait le petit bruit de l'or tombant de leurs doigts dans les sébiles de cuivre, il voyait déjà le bonheur des dames grandir démesurément, élargir son hall, prolonger ses galeries jusqu'à la rue du 18 décembre. « Et maintenant, reprit-il, êtes-vous convaincu que la maison est trop petite ? On aurait vendu le double !» Le soir, lorsque Denise monta se coucher, elle s'appuyait aux cloisons de l'étroit corridor sous le zinc de la toiture. Dans sa chambre, la porte fermée, elle s'abandonna sur le lit, tellement les pieds lui faisaient du mal. Longtemps, elle regarda d'un air hébété la table de toilette, l'armoire, toute cette nudité d'hôtel garni. C'était donc là qu'elle allait vivre, et sa première journée se creusait, abominable, sans fin. Jamais elle ne trouverait le courage de la recommencer. Puis elle s'aperçut qu'elle était vêtue de soie. Cet uniforme l'accablait. Elle eut l'enfantillage pour défaire sa malle de vouloir remettre sa vieille robe de laine restée au dossier d'une chaise. Mais quand elle fut rentrée dans ce pauvre vêtement à elle, une émotion l'étrangla. Les sanglots qu'elle contenait depuis le matin crevèrent brusquement en un flot de larmes chaudes. Elle était retombée sur le lit. Elle pleurait au souvenir de ses 2 enfants. Elle pleurait toujours sans avoir la force de se déchausser, ivre de fatigue et de tristesse.